Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table européenne. Aujourd'hui, alors que les dirigeants des 27 se retrouvent à Versailles pour un sommet, la guerre en Ukraine va-t-elle à terme renforcer la souveraineté européenne et le sentiment européen? C'est la question que nous poserons à notre invité de 12h55. Aujourd'hui, la philosophe Céline Spector, auteure entre autres de Nos Démos, paru au Seuil. Mais d'abord, un grand tour dans l'imaginaire commun. 27 écrivains des 27 États membres prennent la plume pour parler de la culture, des lieux et de l'histoire du continent européen, à la demande d'Olivier Guèze, auteur de La disparition précédemment de Joseph Mengele, prix Renaudot. Le Grand Tour, c'est le titre de cet ouvrage collectif, paraît chez Grasset. Un grand tour qui s'achèvera un peu avant midi et demi pour nous, à l'ouest de l'Ukraine, où nous irons prendre des nouvelles de l'écrivain Andrei Kourkov, un coup de fil hebdomadaire avec celui qui, dès les premiers jours de l'offensive, évoquait sur notre antenne ses craintes. France Culture, la grande table, Olivier Gesbert. Un plaidoyer pour une Europe culturelle. Sans culture commune et sans la transmission de cette culture dès l'école, l'édifice européen ne progressera plus et il finira par s'écrouler, écrit notre invité. Bonjour Olivier Guèze. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous nommer, vous, Olivier Guèze, l'Européen ? J'en serais flatté, mais je crois d'ailleurs que ça correspond à une certaine... vraiment à la réalité, je me suis toujours senti européen. Je ne suis pas pro-européen. Je crois être né européen dans une ville européenne, Strasbourg. J'ai passé toute ma jeunesse chez mes grands-parents maternels qui vivaient en face du Conseil de l'Europe. Et chaque fois que je mettais le nez à la fenêtre, j'avais tous les drapeaux européens. J'ai eu la chance aussi de grandir... déjà dans une ville qui a au moins 3 cultures, la française, l'allemande et l'alsacienne. Et puis de passer mon enfance, mon adolescence dans ce qui a sans doute été la décennie miraculeuse de la construction européenne, c'est-à-dire les années 80. Et Strasbourg était en fête permanente. Il y avait toujours autre chose, c'était l'acte unique, c'était le moment des grands projets européens avec l'apothéose de l'automne 89. Donc c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours baigné. Et puis évidemment, l'Allemagne à 1 kilomètre. Voilà, et culturellement, ce sont aussi les années de la création d'Arte, la chaîne franco-allemande, qui a une partie de ses locaux d'ailleurs, à Strasbourg Tout à aussi. fait, où j'ai fait mon premier stage professionnel. Et puis quand on est à Strasbourg, on ne se rend pas compte, mais on est peut-être plus proche de Prague et de Milan que de Paris. Moi, j'ai vraiment découvert la France quand j'ai débarqué à Paris. Ça c'est étrange, mais c'était une culture très particulière. Alors c'est une question qui se pose aussi dans cet ouvrage collectif. Qu'est-ce qu'être européen ? L'écrivain suédois Björn Larsson interroge la difficulté à saisir cette appartenance. Quel est le minimum nécessaire pour être et se sentir vraiment européen, écrit-il, à la différence par exemple d'être américain du Sud ou du Nord, africain, chinois ou pourquoi pas basque. Il est impossible de dire ce qu'est un vrai Européen. Jusqu'à nouvel ordre, je dirais donc qu'un Européen, un vrai, est une personne qui peut s'imaginer sérieusement vivre, travailler, entretenir des amitiés, faire des enfants et aimer dans plus d'un pays européen, disposé à laisser derrière lui sa nationalité d'origine et à en adopter une autre, voire à laisser en suspens la question même de son appartenance nationale imposée plutôt que choisie. Vous avez aimé d'autres nationalités européennes, si c'est une des conditions ? Alors j'ai aimé un certain nombre de nationalités européennes, mais j'ai un peu comme Larsson qui vit en Italie. Donc moi aujourd'hui je vis en Italie, à Rome. Vous avez vécu à Berlin ? J'ai vécu à Berlin pendant longtemps. J'ai fait une partie de mes études en Belgique, une partie de mes études en Angleterre. Et je n'ai cessé de me promener du nord au sud et d'est en ouest sur le continent européen. Je pense qu'être européen, en fait, c'est s'approprier un espace, en fait. Lorsqu'on se dit français, lorsqu'on se dit basque, alsacien ou que sais-je, c'est parce qu'on a baigné dans une culture, dans une langue, dans un espace qu'on s'est totalement approprié. Et donc, c'est ça, être européen. Mais il y a un grand problème, il y a beaucoup de problèmes en Europe, il y a un problème de mobilité. Moi, je vois là, mon petit exemple personnel, s'installer dans un autre pays européen lorsqu'on n'appartient pas, lorsqu'on ne fait pas partie d'une grande multinationale qui s'occupe de vous, c'est incroyablement compliqué. Et c'est la grande différence avec les États-Unis. L'une des grandes différences, c'est qu'on ne peut pas passer d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre facilement encore aujourd'hui lorsqu'on est indépendant. Donc c'est difficile de s'approprier cet espace. Voilà, cette idée de la circulation des personnes, c'est pas si simple. C'est même très, très complexe. Ouais, vous évoquiez l'espace, mais c'est aussi la question des lieux, et c'est cette question-là que vous avez posée. Soumise
remise tendue à 27 écrivains européens. Quels lieux sont pour eux, symboliques, évoquent l'Europe, des lieux de mémoire, des paysages, des monuments. Il y a toute une palette de lieux évoqués par ces écrivains qui ont répondu oui à cet appel que vous leur avez lancé. Quelle est, votre définition, perception de la frontière comme européen, ou plutôt de la non-frontière? Est-ce que les frontières sont devenues des non-lieux pour vous? Non, les frontières restent des lieux symboliques et des lieux intéressants. Moi, je pense toujours au Rhin qui sépare évidemment la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est une non-frontière qu'on traverse comme si on traversait une avenue. Il n'y a aucun contrôle. Mais il y a quelque chose de l'ordre symbolique qui reste extrêmement intéressant. Je pense qu'être européen, ce n'est pas dire il faut plus de frontières, il faut tout ouvrir. C'est pas ça. Je pense que c'est vraiment... j'aime bien le terme d'appropriation, que ce soit un terme d'appropriation culturelle, d'appropriation géographique, mais aussi culinaire, charnelle. La construction européenne telle qu'elle s'est faite est un projet économique, technocratique, qui a laissé de côté volontairement tous les aspects culturels. Dans les années 50, je pense que c'était tout à fait justifié. Très souvent, on cite à tort Jean Monnet qui aurait dit qu'il aurait fallu commencer par la culture. Mais on ne pouvait pas commencer par la culture dans les années 50. La culture européenne avait abouti à Auschwitz quelques années plus tôt. Ça aurait été inadmissible, ça aurait été inconcevable de parler de culture européenne à ce moment-là. Je pense par contre qu'on a fait une erreur justement à la fin des années 80, au début des années 90. C'est-à-dire quand l'Europe s'ouvre, que le bloc soviétique disparaît, et que quelque part, c'est le triomphe d'une certaine culture, d'une certaine civilisation européenne. Et à ce moment-là, on s'est engagé dans des grands projets économiques, avec l'euro, entre autres, la Banque centrale, mais ça ne s'est pas accompagné d'un volet culturel. Et ça, je pense que ça a été une immense erreur, parce que nous aurions pu faciliter, encadrer les retrouvailles européennes qui, à mon avis, ne se sont pas très bien passées. Vous dites, Olivier Guèze, obsédé par la question de l'après, l'après 14-45, après les deux guerres, dans l'histoire européenne, cette question aussi de savoir comment nous nous sommes reconstruits. À cette question des lieux, beaucoup évoquent les fantômes à la fois du nazisme et du communisme. Et parmi les lieux possibles, il y a ce mur cité par Agata Tuchinska, le mur du ghetto de Varsovie. Cette histoire-là, elle est très présente encore dans la tête de beaucoup d'écrivains aujourd'hui, en 2022. Oui, complètement. Les grands totalitarismes et nazis et communistes du XXe siècle constituent une espèce de fil rouge parmi les contributions du livre. Pourtant, les auteurs avaient totalement carte blanche. Moi, je leur ai juste demandé d'évoquer un lieu en lien avec la culture et l'histoire européenne. C'est notamment très présent parmi les auteurs d'Europe centrale et orientale. C'est-à-dire ceux qui se sont encore frontés aux monstres totalitaires dans les années, quand ils étaient jeunes, dans les années 70, dans les années 80, et avec toutes les réminiscences jusqu'à présent. Évidemment, l'extermination des Juifs d'Europe, en particulier l'extermination des Juifs d'Europe centrale et orientale, a laissé un vide béant. D'ailleurs qu'on ressent quand on voyage dans la région, il manque quelque chose. Donc cette thématique-là, on la retrouve notamment dans le texte polonais qui est magnifique sur le ghetto, dans le texte slovaque, par exemple, dans le texte roumain de Norman Manea, et puis aussi les réminiscences du totalitarisme communiste. Il y a eu un véritable génocide culturel en Europe centrale et orientale pendant 45 ans. On l'a mal perçu, on n'a pas voulu le mesurer sérieusement après la chute du mur. Et je pense que là encore, c'est ce qui a empêché peut-être des vraies retrouvailles européennes. Et c'est ce système érigé en absurde, ces crimes-là parcourent un certain nombre de textes d'Europe centrale et orientale. C'est-à-dire qu'on voit bien que le poids de l'histoire n'est pas le même à l'ouest et à l'est du continent, jusqu'au 24 février 2022. Ce qu'évoque aussi l'écrivain lituanien Tomas Venclova sur l'invasion et la culture qui a été niée durant ces années-là. On se souvient bien sûr de la mise en garde de Milan Kundera à ce sujet. Milan Kundera qui est peut-être le plus grand romancier européen ou le romancier européen par excellence. On l'écoute sur le plateau d'Apostrophe en 1984. Il existe un certain cliché que tout le monde répète d'un homme qui était, comme moi, presque chassé de son pays, parce que c'est une situation qui est considérée comme tragique. Elle est tragique, mais heureusement, toutes les situations humaines sont heureusement paradoxales. C'est toujours le paradoxe qui nous sauve.
Et le paradoxe de ma situation est que j'ai perdu ma première patrie et que je suis en France très très heureux et que, par exemple, dans mon travail de romancier, c'est un enrichissement énorme. Et même en ce qui concerne de la langue, parce que la confrontation, quand vous vivez sans cesse dans deux langues, et quand vous contrôlez sans cesse votre langue avec la langue dans laquelle vous êtes incessamment traduit, alors comme si deux langues se voient dans un miroir, et comme si chaque mot que vous l'utilisez d'une façon sémantiquement le plus exacte. C'est-à-dire, je ne me sens absolument pas appauvri, mais absolument enrichi. Voilà, un plaidoyer pour cette culture européenne. Milan Kundera, écrivain tchèque, naturalisé français, émigré en France en 1975, qui répondait à la question de Bernard Pivot, y a-t-il un risque que vous deveniez de moins en moins tchèque et de plus en plus français, de moins en moins pragois et de plus en plus parisien? C'est toujours le paradoxe qui nous sauve, hein, et Milan Kundera de mettre en avant la force des langues comme refuge et comme moteur aussi de culture, hein, pour lui. Non, je pense que la question de la langue n'est pas un problème. C'est ce qui fait l'immense richesse du territoire, du continent européen. Milan Kundera, en fait, l'ombre de Kundera plane un peu sur ce livre. C'est un peu lui le parrain de ce grand tour. Il y a peu d'écrivains qui, au XXe siècle, ont autant pensé la question culturelle européenne, la littérature européenne. Il a une définition merveilleuse, Kundera, de la littérature européenne. Il dit que c'est la littérature européenne qui a inventé l'ironie. Et j'ai envie de le croire. Il parle toujours de Cervantes, il parle de Rabelais. Et c'est un autre écrivain d'Europe centrale. On voit vraiment que ça a travaillé énormément les savants d'Europe centrale. C'est Christophe Pomian qui dit que la culture européenne est une culture de la transgression. Et je trouve cette définition extrêmement intéressante, parce que déjà ça permet d'aller assez vite et ça permet de comprendre un peu le processus culturel européen. Mais c'est quoi une culture de la transgression? La culture de la transgression, c'est la culture, d'abord la transgression du paganisme avec le christianisme, ensuite c'est la transgression du catholicisme par le protestantisme, ensuite c'est la transgression du christianisme par la Renaissance et surtout par les Lumières, c'est les transgressions par la science, c'est les transgressions des dogmes, mais c'est aussi des transgressions négatives, la transgression des autres cultures, quand l'Europe part à la conquête du monde. C'est la transgression, et on retombe un peu sur la définition de Kundera, la transgression par l'ironie, par l'humour. Et je trouve que ça décrit bien ces 2000 ans d'histoire culturelle européenne. Alors Milan Kundera, dans un Occident kidnappé, un texte phare que vous citez, Olivier Guèze, et qui reparaît chez Gallimard cette année, texte publié en 1983, un an avant cet entretien sur le plateau d'Apostrophe, Milan Kundera plaide dans ce court texte pour l'autonomie de la culture et la liberté de l'esprit. Il s'inquiète du sort des petites nations d'Europe centrale dans le processus d'intégration. Elles n'appartiennent pas totalement à l'Occident, mais sont traitées à part, comme appartenant au bloc de l'Est. Un déni, un oubli, cette idée de ne pas avoir pris la mesure de la destruction des cultures par l'URSS, ça a mis du temps avant d'être questionné. Est-ce que ça l'a d'ailleurs été vraiment, malgré ces mises en garde de Kundera? Je pense que ça l'a pas été sérieusement. Je pense que le communisme, pendant très longtemps, a eu trop bonne presse et qu'on n'a pas compris exactement quel était vraiment le processus de destruction culturelle. Mais cette guerre atroce en Ukraine nous fait comprendre un certain nombre de choses. Quelque part, c'était l'impérialisme russe qui avait pris les oripeaux du communisme et qui essayait d'éradiquer la culture d'Europe centrale et orientale, parce que justement, c'était des cultures européennes. Est-ce qu'il n'y a pas longtemps eu aussi un complexe de supériorité de l'Ouest par rapport à l'Est? Si, bien sûr. En fait, la grande culture d'Europe centrale a été divisée, subdivisée après la destruction de l'Autriche-Hongrie. Et lorsqu'on regarde la littérature austro-hongroise, qui ne s'exprime pas que par la langue germanique, mais beaucoup par la langue germanique, et l'une des autres passions de Kundera, on voit l'immense richesse de cette culture, la modernité de la culture viennoise, qui pour le coup n'avait absolument pas à rougir vis-à-vis de la culture parisienne, berlinoise ou anglaise de l'époque. Mais à partir du moment où on commet cette erreur absolument historique de morceler l'Europe centrale, en faire des petits États-nations, la culture aussi se morcelle. Et il y a eu un sentiment de supériorité, bien évidemment. Et puis surtout, il y a eu,
par exemple, étant né au milieu des années 70, quelque part, l'Europe de l'Est, c'était l'Europe de l'Est. Enfin, c'est comme si, psychologiquement, les Russes, les Soviétiques avaient gagné. C'est-à-dire qu'ils s'étaient approprié un espace qui n'a rien à voir avec l'espace russe, avec l'espace soviétique, mais comme si cet espace, en fait, faisait naturellement partie de cet espace, avec une image de marque extrêmement négative. Très souvent, enfin, il y a quelques années, quand je parlais de partir en Roumanie ou en Hongrie, les gens imaginaient des villes tout à fait noires, grises, vraiment l'image du bloc de l'Est, de ce qu'a été l'Union soviétique. Et d'ailleurs, c'est intéressant, les noms des auteurs sont Mhm. assez peu connus, que vous avez sollicités, très connus chez eux, Mhm. moins connus ici. Ça dit quelque chose de l'édition, de la traduction, de la publication de ces auteurs en Europe de l'Ouest, qui s'est quand même très clairement, après la guerre, tourné vers la culture américaine, tourné vers la Absolument. culture anglo-saxonne, disons Mhm. plus largement vers les États-Unis. Ça a été la grande victoire, effectivement, de la culture anglo-saxonne, après 1945. En Europe, globalement, on lit des littératures nationales, on lit effectivement des auteurs anglais, surtout des auteurs américains. Et la plupart des auteurs de ce recueil sont de grandes stars chez elles. Mais j'étais très étonné que pour un certain nombre de gens qui lisent pourtant beaucoup en France, beaucoup de ces auteurs étaient totalement inconnus, à ma grande surprise. Mais parce que la littérature européenne n'a pas le soft power de la littérature américaine. Alors, d'où cet ouvrage collectif qui est Mhm. aussi pour vous une tentative de rééquilibrage et une nécessité aujourd'hui. Mais c'est un espèce de best-of, en fait, de la littérature européenne contemporaine, avec des auteurs formidables, sur des thématiques très originales. Je pense que c'est un livre qui peut faire découvrir un certain nombre d'auteurs. Je serais ravi que ce soit le cas. Et puis, c'est aussi un livre qui donne envie de voyager. C'est un livre qui permet de découvrir d'autres réalités, d'autres perspectives, et surtout qui incarne l'Europe. Alors pour la France, vous avez choisi Maëlys de Kerangal. C'est vrai. Pourquoi ? J'aime beaucoup Mélie, j'aime bien. C'est une excellente autrice. Bien sûr, mais c'est Et- pour vous l'écrivaine française, européenne par excellence ou comment ? Pas nécessairement. C'est pas simple de trouver des Non, c'est pas écrivains facile. français tournés vers l'Europe. Oui. Mais je sais que Mélisse, je savais pas exactement quelle était sa relation à l'Europe, mais elle sait décrire des lieux. C'est quelqu'un qui a l'habitude de récits de voyage. J'avais été très marqué par son court récit sur le transsibérien. Donc, je pensais qu'elle pouvait faire ça pour l'Europe aussi, pour la France. Mais c'est réussi. On va écouter une voix très forte aussi, celle de Sophie Oksanen, l'écrivaine finlandaise, une des plus reconnues au monde. On l'écoute. Without understanding the past, we cannot Si l'on ne predict the comprend pas le future, passé, not on ne even pourra pas try to. prédire l'avenir, ni même And essayer d'entrevoir cet avenir. Estonia has a strong experience of what happens when the history of the L'Estonie country a is une longue erased, because that is expérience something that de Soviet l'effacement occupation de did. l'histoire. It tried to C'est ce destroy qu'ont the fait les memory occupants of the soviétiques. people Ils se sont efforcés and also, d'effacer l'histoire take de ce away peuple the estonien. right to have own memories. Et ils les ont privés de leur So you do droit have to give the d'entretenir right to your own la memory and mémoire own history. de l'histoire et du pays. Or, on a le droit à cette mémoire, sa propre histoire. I define myself as a post-colonial author. Je me définis comme un écrivain and also post-colonial post-Gulag author as et well. un auteur post-goulag And également. we do have now in Europe a younger generation who is writing Europe, about post-Gulag On voit se lever reality. maintenant une jeune génération qui écrit beaucoup sur les réalités de But I have l'après-goulag to say that dans Estonian divers pays de l'Europe de authors are l'Est. not too much Mais je paying dois attention to the reconnaître que recent past. les écrivains estoniens Poetry is much more ne political, semblent guère actually, but intéressés par leur for histoire some reason, récente. Finnish authors are writing a lot Or, about the history pour une in raison general, que je ne so- comprends pas, eh bien, les écrivains finlandais semblent écrire beaucoup sur l'histoire. Sophie Oksanen, dans le Grand Tour, cet ouvrage collectif que vous avez dirigé, pensé, Olivier Guez, Sophie Oksanen a choisi comme lieu emblématique de l'Europe un ferry qui reliait la mer Baltique, Helsinki et Tallinn, Helsinki en Finlande, Tallinn en Estonie pendant la période soviétique, avec cette réflexion autour des frontières, des rencontres aussi des cultures. Voilà pour ce témoignage. Vous parlez, et on terminera là-dessus, Olivier Guez, beaucoup de cette culture européenne qu'il est essentiel de raviver, de réactiver, de concrétiser cette guerre qui a commencé à l'est du continent. Est-ce qu'elle vous fait relire ces pages vous-même autrement, ces pages d'écrivain ? Mais j'ai demandé à ces auteurs, et j'ai édité ce livre avec en tête un sentiment d'urgence. C'est-à-dire que
Je pense que ça fait un certain nombre d'années qu'on comprend que l'Europe ne pourra littéralement survivre que si on forme un véritable bloc continental à tous les niveaux. Et il ne peut pas y avoir de bloc continental s'il n'y a pas le partage d'une culture commune. Cette culture commune, elle existe, mais jusqu'à présent, on n'a pas voulu s'en servir. C'est-à-dire qu'on a créé une machine parfois très, très intéressante et très, très fonctionnelle, mais qui n'a pas de chair, qui n'a pas d'incarnation et qui ne permet pas de relier les peuples entre eux. Donc, il y avait un sentiment d'urgence et aujourd'hui, il y a un sentiment de menace par rapport à ça. Et cette guerre atroce en Ukraine nous le fait sentir. Je pense que pour la première fois, tous les Européens ont la sensation d'appartenir à une communauté de destin. Olivier Guèze, le Grand Tour, nous allons maintenant rejoindre l'ouest de l'Ukraine, justement, pour entendre la voix du romancier Andreï Kourkov. Nous l'avions appelé au premier jour de l'offensive militaire de la Russie en Ukraine, le jeudi 24 février. Andreï Kourkov, auteur des Abeilles grises chez Liana Levy, qui nous racontait qu'il avait été réveillé ce jour-là à l'aube par les premiers bombardements, qu'il s'était réfugié au rez-de-chaussée de son immeuble à Kiev. Il nous parlait de sa stupeur, de sa colère, de sa crainte à l'époque d'une guerre totale. Une semaine après, c'était le jeudi 3, on apprenait, Andreï Kourkov, que vous aviez quitté Kiev pour Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, pour fuir les combats qui avaient progressé, qui s'étaient intensifiés, et vous évoquiez la solidarité qui réunit les Ukrainiens dans la tragédie. Et aujourd'hui, où en êtes-vous? Andreï Kourkov, bonjour. Bonjour. 2 semaines après le début de la guerre, comment allez-vous et où êtes-vous? Ça va. On est avec ma famille entre Lviv et la frontière d'Hongrie, dans une petite ville. Ici, c'est un peu tendu. Il y a des polices avec des armes sur la rue. Parfois, les voitures sont arrêtées, mais plutôt la vie continue presque normale. J'imagine que c'est difficile pour vous, pour vos proches, de vous projeter, c'est-à-dire d'imaginer l'avenir, de voir au-delà du jour même ou du lendemain. Néanmoins, est-ce que vous pensez, vous vous dites qu'à votre tour, vous allez peut-être quitter le pays, qu'il n'y a pas, pour l'instant, dans un avenir proche, de raison pour vous de rester là? Non, il y a beaucoup de raisons pour moi et pour ma famille à rester ici. En fait, je suis le seul citoyen d'Ukraine dans ma famille. Ma femme est née près de Londres, les enfants sont nés là, ils sont les citoyens de Grande-Bretagne, mais ils ne veulent pas quitter l'Ukraine parce que c'est la maison de notre famille. Et en fait, le fils plus jeune, il veut être beaucoup plus actif dans la défense territoriale. Le fils plus âgé, Théo, il travaille pour la réfugiés dans le centre des réfugiés. Il a travaillé toute la nuit et maintenant il dort. Et après, il va faire des leçons d'anglais pour les enfants des réfugiés dans une bibliothèque pas loin d'ici. Comme ça, on est engagé dans la vie des réfugiés et aussi dans la vie locale. Mais en fait, je ne crois pas que Russie peut réussir d'avancer jusqu'à la frontière de l'Ukraine d'Ouest. En fait, ils ont beaucoup de problèmes. La résistance des Ukrainiens est très forte. Aussi, la résistance dans les villes occupées, comme Melitopol. J'ai trouvé des vidéos sur YouTube qui montrent les démos des Ukrainiens avec des drapeaux ukrainiens dans une ville occupée. Et c'est les démos en masse. Il y a 1000 et 1000 de gens qui demandent que les occupants quittent leur ville. Oui, donc on vous semble pour l'instant plutôt optimiste dans cette résistance qui s'est organisée, qui s'est mise en place dans le pays et qui semble aussi freiner l'intervention militaire russe pour l'instant en Ukraine. Jusqu'à preuve du contraire, vous resterez là où vous êtes en attendant de voir comment les choses évoluent et vous aider. Et vous participez, vous nous disiez déjà la semaine dernière que vous étiez frappé par cet élan de solidarité dans la tragédie. Ça continue? Oui, ça continue et je reste un optimiste. En fait, il y a 2 jours, je pensais de revenir à Lviv, mais Lviv est complet maintenant avec des réfugiés. Il n'y avait qu'un petit appartement de mes amis où je pouvais loger, mais là, il n'y a pas d'électricité et bien sûr, il n'y a pas d'Internet. Et comme ça, je vais rester pour, je ne sais pas pour combien de temps ici, dans cette petite ville. Vous arrivez à écrire? J'écris les textes, les articles, les essais pour la presse, pour la média. J'ai arrêté d'écrire mon roman que j'ai commencé il y a quelques semaines avant la guerre. C'est triste, mais ce n'est pas le temps pour écrire la fiction. Je ne peux pas
on fait penser de la fiction maintenant, parce que la réalité dépasse n'importe quelle fiction. Il y a des mille et des mille histoires, tragédies, histoires d'héroïsme, histoires d'humanité incroyable. Et je cherche ces histoires. Je parle avec mes amis par téléphone beaucoup de fois par jour. Je pense que c'est très important maintenant de partager cette information, ces histoires avec le public du monde, de France, d'Angleterre et de Norvège. Voilà, et vous les partagez notamment avec nous, avec les auditeurs de France Culture depuis 2 semaines déjà. Et cette liaison, ce dialogue que nous avons tissé ensemble continuera, je l'espère, au-delà des jours, des semaines, pas trop longtemps, en espérant que cette situation s'arrête et que vous puissiez retrouver une vie plus paisible aussi. Andrei Kourkov, vous restez optimiste, vous n'avez peut-être pas cessé vous aussi d'espérer? Non, je reste optimiste. J'espère que la guerre sera arrêtée parce que si on n'arrête pas ça, ça sera une guerre mondiale, une tragédie mondiale. On comprend qu'est-ce qu'il passe à Moscou et je suis sûr qu'en fait, président Poutine ne sait pas la vraie situation en Ukraine. Je crois que ces généraux ont peur de lui dire qu'est-ce qu'il passe parce qu'en fait, les Russes planifié d'occuper l'Ukraine en quelques jours, 3 jours pour occuper Kiev. Kiev reste ukrainienne. Et les gens de Kiev, il y a une majorité des populations qui restaient, qui sont engagées aussi dans la défense territoriale, qui construisent les barricades maintenant. Et la rue principale Khreshchatyk est fermée pour la voiture. Maintenant, c'est la rue piétonne militaire coupée par les barricades. Je vais vous entraîner un peu loin de votre quotidien, Andrei Kourkov, pour une dernière question. On recevait aujourd'hui en studio avec nous l'écrivain Olivier Guèze, qui a donné la parole à 27 romanciers, 27 écrivains européens pour leur faire parler de leur Europe, une sorte de tour d'Europe qu'il a pu réaliser à travers les imaginaires, l'imaginaire commun. Et il a posé à chacun la question du lieu. Quel est pour vous, Andrei Kourkov, le lieu qui symbolise, qui raconte cette idée d'Europe, ce sentiment européen qui est le vôtre? Je dois dire, aujourd'hui, c'est Sarajevo. Je suis en contact avec mes amis, mes collègues écrivains de Sarajevo. C'est très important de parler des villes qui étaient détruites, qui souffraient si beaucoup. Récemment, en fait, pas pendant la guerre deuxième mondiale, mais dans les années 90 et plus. J'aime beaucoup des villes européennes. J'adore Paris, j'adore Berlin, Oslo, Amsterdam, tout ça. Mais aujourd'hui, mon cœur est à Sarajevo et je comprends, j'ai apprécié les messages, les mots des gens de Sarajevo qui ils envoyaient à moi, aux Ukrainiens. Merci beaucoup à vous, Andrei Kourkov, d'avoir passé ce moment avec nous et fait le point sur la situation. On se redonne des nouvelles la semaine prochaine? D'accord. À la semaine prochaine. Merci À la beaucoup. semaine prochaine. Merci, Andrei Kourkov. Merci à vous.